Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Maître Adoté Blivi, Gaspard Hubert, Lonsi Koko et Léon Kongou. Zoom à présent sur Madagascar. Madagascar qui est frappé par une épidémie de rougeole sans précédent. 79 000 cas ont été recensés en quelques mois. Une large campagne de vaccination est annoncée dans 22 des 67 districts que compte la Grande Île. On fait le point avec Solange Dubois, on en parle juste après. L'épidémie de rougeole continue de faire de nombreuses victimes à Madagascar. Près de 1000 personnes, principalement des enfants, ont perdu la vie depuis ce mois d'octobre 2018, tandis que le pays lutte pour contenir sa pire épidémie de rougeole depuis des décennies. Mon enfant avait été vacciné et avait reçu la première injection. Mais il est décédé parce que nous n'avions pas les moyens d'aller le chercher et d'obtenir la deuxième injection. Après les deux phases de la riposte vaccinale dans les 25 districts sanitaires ce mois de janvier et février 2019, le ministère de la Santé publique de Madagascar a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination. 1,2 million d'enfants issus de 22 sur les 67 districts que compte le pays pourront être vaccinés. La rougeole est un virus aéroporté hautement contagieux qui peut causer la cécité et le gonflement du cerveau. Ici, de nombreux parents parcourent des kilomètres à la recherche de coups. Mais ils ne sont pas assez nombreux et beaucoup sont trop pauvres pour se les payer. De son côté, l'UNICEF invite le gouvernement malgache à mettre en place un système solide pouvant permettre à chaque enfant d'être vacciné contre la rougeole au moins 2 fois par an. À ce jour, 3 379 000 enfants âgés de 6 mois à 9 ans sont encore en attente du vaccin. Alors, Monsieur Blivi, cette épidémie, on l'a vu, d'une ampleur exceptionnelle, s'inscrit dans une hausse généralisée des cas de rougeole dans le monde. Quelles sont les causes du retour de cette maladie? C'est l'insécurité sanitaire, tout simplement. Ce qui arrive aujourd'hui à Madagascar n'épargne pas les autres pays africains. Justement, ça n'épargne pas non plus les pays occidentaux. Oui, il y a eu des cas en France, je sais. En Chine, énormément, en Amérique. En France. Oui, il faut dire quand même que cette insécurité sanitaire dépend aussi des politiques menées par les hommes politiques sur place. Nous devons mettre devant la politique de santé. Les pays africains ne consacrent pas énormément d'intérêt à ce problème-là, alors que l'Afrique connaît une population jeune, active, qui est l'avenir de demain, qui est l'avenir et qui doit pouvoir vivre décemment dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas pris la mesure des choses dès le départ, ce qui a fait que, le Sénégal, je dis le Sénégal, le Madagascar, j'entends, n'a pas pris la mesure de l'épidémie dès le départ, ce qui a entraîné cette hausse considérable de décès. Alors, selon les spécialistes, cette épidémie, en ce qui concerne Madagascar, est le résultat de près d'une décennie pendant laquelle les couvertures vaccinales n'ont pas été à la hauteur. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne Madagascar, le plan local ne consistait qu'en une seule dose contre la rougeole, alors que l'OMS préconise 2 doses. Oui. C'est-à-dire que ce sont les autorités qu'il faut incriminer? Plus ou moins. En fait, vous aviez évoqué le cas de quelques pays occidentaux, notamment en France, c'est-à-dire on a relevé quelques cas en Île-de-France, notamment dans la Seine-Saint-Denis, mais il ne s'agit que de quelques cas, c'est-à-dire qui n'avoisinent même pas la centaine. On n'était pas encore au stade des morts. Cela veut dire donc que lorsqu'un État est viable, il y a des structures qui sont mises en place et qui jouent un rôle de vigie, c'est-à-dire de veille, de surveillance. Quand vous prenez le cas de Madagascar, n'ayons pas honte de le dire, l'État vit quand même une instabilité depuis une dizaine d'années qui ne permet pas, c'est-à-dire à ceux qui sont, je dirais, en charge de la politique sanitaire, de pouvoir mettre sur pied, je dirais, une politique qui pourrait être suivi et évalué. Et c'est cette instabilité, c'est-à-dire qui a pu faire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire soit inévitable.
ça. Alors, au-delà de ces éléments, il y a eu bien sûr ce manque de vaccins, il y a eu ce qui a été évoqué par M. Blivi, mais les acteurs locaux à Madagascar déclarent que la population, encore aujourd'hui, préfère les praticiens qui conseillent souvent, par exemple, de ne pas se rendre à l'hôpital, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Il y a un vrai travail au niveau des mentalités à réaliser, Monsieur Kokoa. Au-delà du fait de croire aux forces de l'esprit, où ce n'est pas l'agnostique mystique que je suis, que vous allez tenir un langage contraire, mais tout ça montre que c'est une question de mentalité. Et pour qu'il y ait changement de mentalité, il faut que politiquement, sur le plan économique, qu'il y ait une politique cohérente qui tient. Il faut que sur le plan du travail, les gens soient en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Il faut que sur le plan des infrastructures, les gens aient au moins ne serait-ce que des routes pour aller du village au dispensaire, ne serait-ce que le minimum qu'il faut pour diagnostiquer les maladies. Et il faut sur le plan éducationnel que les gens aient la possibilité de savoir qu'il faut faire ça pour qu'il n'y ait pas assez de moustiques, ainsi de suite. Donc c'est... Si dans des pays occidentaux où il y a ces fléaux, enfin, cette maladie, on arrive à juguler ça, comment voulez-vous que dans nos pays d'Afrique, où politiquement rien ne tient, on peut prendre à bras le corps ce genre de maladie? Je crois que c'est la combinaison de tous ces faits qui font que cette situation est plus catastrophique dans un pays comme le Madagascar que dans un pays comme la France. Alors, allez-y. En fait, je voulais tout simplement dire que depuis quelques mois, le pays s'est doté d'un président de la République. Et il va falloir, c'est-à-dire réfléchir en amont et descendre sur le terrain, c'est-à-dire pour essayer d'informer, éduquer, et pourquoi pas, c'est-à-dire permettre à l'aide internationale de se déployer. Parce qu'il faut quand même le dire, sur le plan, c'est-à-dire de certaines politiques de santé. Donc il y a des structures, c'est-à-dire dans lesquelles nous adhérons. L'OMS, c'est-à-dire peut déployer ses équipes. L'UNICEF aussi. L'UNICEF aussi, mais si jusque-là cela n'a pas été fait une fois de plus, c'est parce que, c'est-à-dire l'acteur étatique ne faisait pas sens. C'est-à-dire on n'enverrait pas des équipes travailler, c'est-à-dire dans une zone où il y a une insécurité notoire. Que l'État soit viable, je pense que ce serait un début de solution. Et la politique de santé publique, c'est vrai, appartient à l'État. On le sait que dans le cas de Madagascar, il y a eu seulement une seule dose de vaccin qui a été faite aux enfants. Pourquoi la seconde dose n'a pas été faite? Par manque de moyens. Par manque de moyens, non, mais c'est parce qu'il y a un accompagnement de l'OMS. Le féticheur avait dit de prendre 6 fois. Non, ce n'est même pas là. On ne peut pas non plus négliger les conceptions des gens dans les villages. Parce que nous avons nous avons tendance à réduire l'Afrique aux villes. Mais nous avons les campagnes. En attendant que... C'est pour ça que je parlais d'infrastructure. Oui, en attendant que la politique de santé publique arrive dans les villages, ben à qui on fait confiance? On fait confiance aux guérisseurs. Et ces guérisseurs-là, on peut aussi les encadrer pour que... Tout à fait. Il y a une connaissance aussi de la médecine traditionnelle qu'on peut... Même des doses dans... Mais sauf que comme ils ne sont pas accompagnés, comme il n'y a pas, on va dire, une politique de surveillance de ces populations, il y a plus de menteurs que de guérisseurs. Du coup, tout le monde est charlatan. Voilà, tout le monde s'invente guérisseur et c'est ça qui entraîne les drames. Ça revient à ce que vous disiez, est-ce qu'il y a un vrai travail de sensibilisation au niveau des mentalités? Inciter nos gouvernements à réfléchir sur l'éducation dans nos pays et à privilégier la recherche et le développement. Oui. Parce que ce n'est que comme ça que nous nous en tirerons plutôt que... Mais déjà, si on voit eux-mêmes, avec tout ce qu'ils prennent au pays, ils ne sont même pas en mesure de construire des hôpitaux, ne serait-ce que pour eux. Ils viennent se soigner dans des pays européens. Alors comment voulez-vous que... Aujourd'hui, on parle de rougeole, demain ce sera le choléra. Et l'Ebola, chez moi par exemple, on parle d'Ebola. Il n'y a que chez nous donc la politique de santé publique est fondamentale pour nos pays africains. Ouais. Et vous avez parlé aussi de la question des infrastructures. On a entendu le reportage d'un monsieur qui disait mon fils a reçu la première dose, on n'a pas eu le temps
de se rendre à l'hôpital pour la seconde par manque d'infrastructures. Il faut que l'État arrive à eux. C'est-à-dire que ce genre d'épidémie aussi révèle la faiblesse, la pauvreté de la qualité de nos infrastructures. Oui, voilà pourquoi j'ai souligné que l'État ne fait pas sens, c'est-à-dire à un moment donné. Parce que lorsque l'État, c'est-à-dire fait sens, il y a des infrastructures, c'est-à-dire ne serait-ce que des réseaux routiers, donc ne serait-ce que des relais de l'administration, c'est-à-dire qui vraiment en dehors d'Antananarivo, c'est-à-dire dans les périphériques assez éloignés, peuvent jouer, c'est-à-dire ce rôle de veille et peut-être sensibiliser la population à un moment donné, c'est-à-dire parce que c'est pas un épiphénomène, c'est-à-dire c'est un mal rampant et tout simplement parce que des mesures adéquates n'ont pas été prises. Voilà pourquoi, c'est-à-dire, on assiste à une telle ampleur. Et la sensibilisation commence aussi lors des votes. Il ne faut pas que nous votions les gens parce que nous sommes du même groupe ethnique ou parce qu'ils nous promettent des pagnes et de la bière, mais par rapport à leur programme et qu'au bout de leur mandat, qu'on leur demande ce qu'ils ont fait de leur programme, quoi. Alors, on estime aujourd'hui à 5,6 millions le nombre de doses nécessaires pour enrayer l'épidémie actuelle de rougeole à Madagascar. Il manque encore 1,6 million de dollars pour boucler le budget de cette opération. On sait que Madagascar est un pays qui rencontre beaucoup de difficultés économiques. Est-ce que ce pays a aujourd'hui les moyens de financer cette campagne, M. Blivy? Je dis toujours que les pays ont les moyens. Les moyens qu'ils ont déployés pour faire les campagnes, je ne sais pas si vous avez suivi, permettent largement de couvrir ce et l'argent qu'ils mettent dans les paradis fiscaux? Oui, c'est parce qu'il manque, comme on le dit toujours, cette volonté politique. Les moyens pour pouvoir résoudre ce problème, c'est pas ça qui manque en Afrique. Vous vous rendez compte, madame, tout le monde va en Afrique pour prendre les minerais, pour s'enrichir. Il n'y a que nous qui n'avons pas l'argent, qui ne trouvons pas cet argent-là. En fait, moi, je voudrais être concret, réaliste. Je pense que la communauté internationale, c'est-à-dire, a de quoi sauver les petits malgaches, c'est-à-dire qui souffrent à ce moment précis. Et une fois de plus, c'est-à-dire, je vais le préciser, il faut créer les conditions pour que les équipes, c'est-à-dire faites d'humanitaire, pour la plupart des volontaires, se déploient sur le terrain, dans les périphériques d'Antananarivo. Mais que l'aide ne soit pas éternelle non plus. Voilà. C'est une situation d'urgence. Depuis 1960, je suis d'accord avec vous, mais il faut pallier à l'immédiat. Ce n'est pas aujourd'hui que Madagascar, compte tenu de l'ampleur, on parle quand même de plus de 20 000 victimes. C'est-à-dire, ce n'est pas à ce moment précis qu'on attendrait à ce que Madagascar, c'est-à-dire, se dote d'un laboratoire de production de vaccins. Je suis d'accord avec vous. Il faut que l'aide se déploie comme elle se déploie un peu partout dans le monde. Je suis mais il faut avec tout simplement créer les conditions. Si ce ne sont pas des maladies qui nous tuent, il y a les génocides à l'est de la République du Congo, plus de 10 millions de personnes décédées, et la communauté internationale ne dit rien pour prendre les matières premières à moindre frais. Il faut qu'à un moment donné, nous arrêtions que l'aide, les continents, soit l'Afrique, soit les monopoles de l'aide. Mais quand même, je vais vous arrêter sur ce point en vous disant, il ne faut pas faire un mauvais, c'est-à-dire procès. Voilà. En République démocratique du Congo, on compte plus de 90 000. Alors, s'il vous plaît, c'est un autre débat. S'il vous plaît, sur Madagascar, s'il vous plaît. Monsieur Blivy, on parlait des moyens pour enrayer cette épidémie-là. Madagascar, les politiciens à Madagascar, qui sont conscients de l'existence du problème, doivent y parient tout de suite. C'est à eux de débloquer les moyens pour permettre à leur population de s'en sortir. On ne va pas indéfiniment attendre l'aide de l'extérieur, de la communauté internationale, qui vient quand elle peut, mais c'est à nous d'abord, au premier chef, de déployer les moyens. Et ces moyens-là, c'est vital. Justement, le gouvernement malgache semble avoir du mal à enrayer cette situation. La communauté internationale va nous aider, et demain, quand elle va vouloir s'intéresser à nos problèmes politiques, on dit qu'il y a ingérence. Il y a ingérence. Non, il faut le faire à court terme. Il faut le faire à court terme. Il ne faut pas que ça continue. La communauté internationale viendra en accompagnement. C'est à nous d'abord. Soyons réalistes, c'est un cas d'urgence. Je ne connais aucun pays au monde qui voudrait la mort de ses enfants. Comprenez les conditions, le lendemain, il y aura pour les soigner.
On est d'accord là-dessus. Merci messieurs pour votre participation à cette émission. Monsieur Léon Koungou, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques et en politique de sécurité. Merci à vous également, monsieur Gaspard Hubert Loncy-Coco. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Et merci à vous, maître Adoté Blivy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en droit. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.